Je vois que les gens arrivent toujours progressivement. Je vous propose qu'on démarre. Merci à tous d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire dédié aux questions d'interprétation et à l'application des nouvelles exigences du label ISR V3. Donc avec vous aujourd'hui, donc Michel Papalardo, qui est la présidente du comité du label ISR, Caroline Sarlin, qui est chargée de mission label ISR au sein du secrétariat du comité, et moi-même, Balthazar Laporte, secrétaire du comité du label ISR. L'objectif du jour, une petite introduction de la présidente du comité pour rappeler un petit peu le contexte et les différents enjeux relatifs à l'entrée en application de cette nouvelle version. Et puis ensuite, on passera directement aux questions et réponses. On a reçu énormément de questions sur beaucoup de sujets. On a essayé de sélectionner les questions qui revenaient régulièrement sur les différents piliers, sur les différents sujets. On fera, je pense, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je pense qu'on fera un moment dédié en fin de réunion plutôt qu'à la fin de chaque pilier, sinon ça fera trop d'allers-retours. Mais donc en fin de réunion, on essaiera de prendre 10-15 minutes en fonction du temps qui nous reste pour répondre aux questions dans le chat. Et on verra voilà, si on est amené à dépasser un petit peu, puisqu'on a beaucoup de sujets à traiter aujourd'hui. Et du coup, sans plus attendre, je vous propose eh bien, de commencer avec l'introduction de Michel Papalardo, président du comité du label, pour ce webinaire. Eh bien, merci Balthazar, merci Caroline. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Notre objectif, comme l'a dit Balthazar, là, c'est d'essayer de donner quelques réponses à des questions qui nous ont déjà été posées, mais effectivement de répondre à une nouvelle question. Il y a beaucoup de sujets, donc je vais aller très vite sur mon introduction. Juste pour vous rappeler le contexte, a priori, si vous êtes là, c'est que vous devez l'avoir à peu près en tête quand même. Donc, le nouveau référentiel sur les valeurs mobilières du label est entré en application, vous le savez, au 1er mars 2024, c'est-à-dire que depuis cette date, les nouveaux fonds, ceux qui n'étaient pas encore labellisés, qui veulent être labellisés ISR, ont été labellisés avec cette nouvelle version qu'on appelle communément V3. Sachant que la V2 était essentiellement consacrée au label immobilier. Donc, on va parler dorénavant de la V3, ce sera plus simple. Alors, pour les fonds déjà labellisés, ce sont ceux qui sont en train de travailler aujourd'hui et de se poser plein de questions, ils bénéficiaient d'une période de transition qui s'approche de sa fin, puisque jusqu'au 31 décembre 2024, bon, les fonds continuaient à fonctionner avec la V1. En revanche, à partir du 1er janvier 2025, et j'insiste pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce point, l'ensemble des fonds labellisés ISR devront respecter les exigences de la V3. Donc, avec tous les sujets sur lesquels on va revenir, mais il y en a quand même pas mal. Donc, comment est-ce que ça va se passer? Eh bien, les sociétés de gestion doivent choisir, est-ce qu'on veut continuer à être labellisé ISR ou non sur tel ou tel fonds, et ils devront donc s'assurer au 1er janvier 2025 que les fonds dont les sociétés de gestion veulent qu'ils restent labellisés, et donc conservent bien le label, vont respecter les exigences de la V3 au 1er janvier 2025. Et donc, ceux qui considèrent que pour des raisons diverses, finalement, ils ne veulent plus être labellisés et qui prévoient d'être dans cette situation, qui ne veulent pas basculer sur la V3, ils abandonnent le label dès le 1er janvier 2025. Et donc, bien entendu, ils en préviennent les clients, donc ils adaptent leur communication. Il n'est pas possible donc de conserver le label jusqu'à la date anniversaire du certificat. Imaginons un fonds qui a été labellisé au mois de juin de l'année, je ne sais pas moi, il y a un an ou il y a 2 ans, eh bien, il ne doit pas attendre cette date anniversaire au mois de juin. C'est à partir du 1er janvier 2025 qu'il doit appliquer le nouveau référentiel. La raison est toute simple, hein, c'est parce que nous, à partir du 1er janvier 2025, on va communiquer sur le fait que les fonds labellisés ISR appliquent la V3 et donc, je prends un exemple simple, mais il y en a beaucoup d'autres, vous le savez. Donc, on ne doit plus trouver les entreprises qui sont concernées par les exclusions, on ne doit plus les trouver au 1er janvier 2025 dans les fonds labellisés ISR.
C'est très important pour des raisons de fiabilité, pour des raisons de confiance. C'est tout l'effort qu'on a fait remettant à place ce référentiel. Et donc, il faut bien que tout le monde joue le jeu. Et donc, nous disent à la fin de l'année, d'ici la fin de l'année, quels sont les fonds qui doivent garder le label et donc qui ont travaillé pour garder le label ou ceux qui, malheureusement, abandonnent le label. Euh, les sociétés de gestion vont confirmer tout ça à leurs certificateurs d'ici la fin de l'année. Et comme ça, on saura quels sont les fonds labellisés à partir du 1er janvier. Voilà, j'espère que j'ai été clair. On pourra en reparler dans les questions-réponses. Mais ça, c'est vraiment un point très important qu'il faut bien qu'on ait en tête et que tout le monde soit bien calé sur calendrier et sur la bascule sur la V3 au 1er janvier 2025, je le répète. Alors, l'objectif du webinaire d'aujourd'hui, c'est de répondre, comme je le disais, à des questions d'interprétation ou d'application du nouveau référentiel, c'est bien normal. Il est nouveau, donc dans la mise en œuvre du référentiel, les uns ou les autres se sont posés plein de questions. Il y a donc les différentes questions qui vont être apportées durant ce webinaire, ou bien des échanges, comme le disait aussi Balthazar, qui ont eu lieu avec le secrétariat. Et ces échanges, que ce soit ceux d'aujourd'hui ou ceux qui sont passés, qui se sont déjà passés ou qui vont continuer à se faire, ont pour objectif vraiment seulement de clarifier l'interprétation générale, clarifier les exigences. Le seul qui est vraiment responsable, on va dire les choses sous cette forme-là, parce qu'il a le sujet sous les yeux et c'est lui qui doit prendre la décision, c'est le certificateur. Donc le certificateur reste le seul responsable de la validation de la conformité d'un fonds au cas par cas. Vous savez bien que tout est dans les détails, donc ce ne sont pas nos réponses globales qui peuvent être le fondement d'une validation. Mais elles peuvent vous aider et elles peuvent nous aussi nous aider à comprendre où sont les difficultés pour essayer de les clarifier pour tout le monde. Donc, c'est l'intérêt de ces échanges qu'on essaye de faire le plus fluide possible, mais c'est toujours le certificateur qui décide. Je prends tout de suite cette précaution pour qu'on ne revienne pas derrière nous expliquer que ah ben, on avait mal compris la réponse qu'on vient de faire. Le comité du label, bien sûr, est totalement conscient que tout ça est relativement complexe, hein, et donc un accompagnement de la mise en place des nouvelles exigences va être nécessaire en 2025. Donc c'est clair que des choses vont être calées, classées probablement en non-conformité mineure la première année, ben parce que d'abord il faut qu'on soit bien tous clairs de ce qu'on veut obtenir, et puis parce qu'on sait que c'est un peu compliqué de tout changer du jour au lendemain. Donc, on sera un peu plus souple, on va dire. Mais en tout cas, il faut être dans le mouvement de la nouvelle, du nouveau référentiel et que les fonds soient vraiment adaptés à ce nouveau référentiel. Euh, on a aussi bien conscience que, et ça c'est des choses qui vont se reproduire pas très souvent, mais là on sait bien que au 1er janvier 2025, ce que je viens de vous dire, ça oblige à avoir un certain formalisme, il y a des obligations de communication, de documentation réglementaire, etc., etc., et que tout ça ne va pas changer entre le 31 décembre et le 1er janvier. En revanche, ce qu'il faut, c'est que vous fassiez tous vos meilleurs efforts. Alors, ceux qui passent à la V3 ou ceux qui ne passent pas à la V3, peut-être ceux-là encore plus, pour que toutes les informations soient données, voilà, que vous ayez fait vos meilleurs efforts pour que ces validations de documentation réglementaire par les superviseurs se fassent le mieux possible et le plus vite possible. Donc, en fait, c'est la preuve du dépôt des documents auprès du superviseur qui est très importante au 1er janvier 2025. C'est bien que les superviseurs ne vont pas pouvoir régler tous les sujets et examiner tous les dossiers entre le 31 décembre et le 1er janvier. Bon, donc ça c'est clair, mais il faut que en fait, les documents soient déposés de manière à ce que ensuite les choses puissent être régularisées formellement le plus vite possible. Et puis oui, dernier point, bien sûr, je vous rappelle que les questions
pas d'interprétation sur les mots qu'on a utilisés, mais peut-être un peu plus structurante, continue à être traitée par le sous-comité maintenance. D'ailleurs, on en a un cet après-midi, qui là regarde les sujets plus complexes et qui essaye de trouver une solution. Et dès qu'on a une réponse à ces questions plus complexes, elles sont publiées dans le guide d'interprétation. Comme d'habitude, bon, c'est sûr qu'avec la V3, aujourd'hui, c'est encore plus intéressant que d'habitude, encore plus précis et important, je pense, pour les uns et pour les autres, de regarder régulièrement ce guide d'interprétation. Voilà les informations que je voulais vous passer un peu sur la méthode, ou à la fois, c'est peut-être pas forcément pour vous rassurer, bon, un peu sur certains points quand même, mais aussi pour vous dire qu'on s'efforce d'être le plus à votre écoute pour répondre aux questions que vous vous posez. Donc, c'est l'objet de ce webinaire. Et donc, n'hésitez pas à nous interroger et surtout à réagir sur le webinaire que l'on va faire maintenant. Qu'est-ce qu'on fait, Balthazar? On regarde s'il y a des questions sur ce point-là ou on prend tout à la fin, comme tu as dit? Mais je crois que pour l'instant, on n'a pas encore de questions, mais si jamais il y en a Bon, eh qui ben arrivent, je alors, pense on oui, pourra j'en les vois prendre pas à la non fin, en plus, effet. mais d'accord. Ok, très bien. Alors, continuons. Eh bien, je vous propose de rentrer du coup dans le vif du sujet. Comme le disait Michel à l'instant, n'hésitez pas à poser vos questions via l'onglet Q&A, et puis on traitera ça en fin de webinaire. Donc, je vous propose de commencer tout de suite avec le pilier 1. Donc, les questions sont réparties par pilier et par annexe. Et donc, commençons par le pilier 1. Je rappelle simplement, hein, dans ce pilier 1, les principales évolutions, c'est la démonstration de la prise en compte de la double matérialité par le fonds, et puis cette exigence de surperformance sur les deux PAI les plus en lien avec les objectifs ESG du fonds. Première question qui concerne les risques de durabilité. La question est, donc le fonds candidat doit démontrer qu'il prend en compte les risques de durabilité au sens de l'article 3 de SFDR. Est-ce que un document au niveau du fonds est nécessaire, ou est-ce que simplement une politique au niveau de la société de gestion suffit? Donc cette question, elle est assez transverse et elle touche à plusieurs sujets, c'est-à-dire que de manière générale, le label ISR labellise un produit d'investissement, donc le fonds, et donc il est attendu que l'ensemble des éléments qui soient fournis soient pour le fonds. Donc ça, c'est la théorie. Après, dans la pratique, effectivement, il y a plusieurs politiques qui sont réalisées au niveau de la société de gestion. C'est le cas notamment de l'article 3 SFDR, c'est le cas de la politique d'engagement, il y a plusieurs sujets. Et donc là, sur ce point-là, ça peut être un document au niveau entité. Il n'est pas forcément attendu quelque chose de spécifique au niveau du fonds. En revanche, il est attendu de la part du fonds de la part de la société de gestion, pardon, qu'elle démontre que les éléments de cette politique, un, soient appliqués évidemment au niveau du fonds, et deux, qu'ils soient cohérents avec ses objectifs. Donc voilà, là on est sur un sujet de cas par cas, mais ce qui est important, c'est que cette politique évidemment s'applique au fonds, et puis qu'elle soit cohérente avec ses objectifs. On a eu également beaucoup de questions concernant les indicateurs de performance. Et notamment, est-ce qu'il est possible de sélectionner les deux indicateurs de performance sur le même pilier ESG? Effectivement, ça n'était pas possible dans la V2, hein, puisque c'était un indicateur ESG et droits de l'homme, et donc deux indicateurs de surperformance parmi eux. Ceci a changé avec la V3, puisque, comme vous le savez, les indicateurs doivent être sélectionnés parmi les PAI, et le rationnel du comité était de dire, puisque l'on attend des fonds qu'ils sélectionnent les indicateurs qui sont les plus pertinents par rapport à leur stratégie, alors il est théoriquement possible qu'un fonds ait deux indicateurs parmi le même pilier. Donc, je vous confirme qu'il est bien possible de sélectionner deux PAI sur le pilier environnement, sur le pilier social ou sur le pilier gouvernance, du moment qu'il est bien démontré que ce sont les indicateurs pertinents pour le fonds. En revanche, sur la deuxième question, est-ce qu'il est possible de sélectionner deux indicateurs mesurant le même type d'information? L'annexe 4, si je ne dis pas de bêtises, du référentiel, hein, précise bien que ça n'est pas possible. Donc typiquement, avoir deux indicateurs de performance dont l'unité est les émissions de gaz à effet de serre, ou les émissions de gaz à effet de serre par million d'euros investis, hein, ça on considère que c'est la même unité, ça n'est pas possible. Donc il est quand même nécessaire que les indicateurs de performance traitent bien d'enjeux différents. Question suivante, quelle méthode de calcul, nombre ou capitalisation utiliser pour les indicateurs de performance? En effet, l'annexe 4 du référentiel mentionne les deux méthodes, donc est-ce que l'équipondération est possible? Alors sur ce point, on y reviendra tout à l'heure, mais effectivement, le label, maintenant dans son pilier 3, précise que la méthode en capitalisation est requise pour les différentes normes du référentiel, et que le recours à la méthode en nombre doit être justifié.
l'exigence, ce qui est attendu de la part des fonds, c'est qu'il y ait une homogénéité des méthodes de calcul sur les différentes normes du référentiel. C'est-à-dire qu'utiliser la méthode de capitalisation dans un cas, par exemple pour la sélectivité et l'équipondération pour les indicateurs de performance, est a priori inapproprié. En revanche, effectivement, à voir au cas par cas, et donc ça c'est à justifier auprès du certificataire, il peut y avoir des cas très particuliers où ça peut être pertinent de différencier les méthodes, mais le cas général et ce qui est attendu, c'est bien qu'on ait une continuité des méthodes et donc un recours à la méthode en capitalisation pour l'ensemble des exigences du référentiel dans la majorité des cas, sauf justification valable, évidemment. Ensuite, nous avons une question sur le fait que le référentiel précise bien, on est toujours dans le choix des indicateurs de surperformance parmi les PAI, mais le référentiel précise que les indicateurs PAI qui sont en rapport avec des critères d'exclusion du label ne peuvent pas être utilisés. Le référentiel cite notamment le numéro 10, la violation des principes du Pacte mondial des Nations Unies, et le numéro 14, l'exposition à des armes controversées, qui ne sont pas utilisables tout simplement puisque le label exclut de facto ce type d'acteurs, et donc il semblait assez peu pertinent de pouvoir montrer une surperformance sur ces indicateurs-là. Et la question est, est-ce qu'il y a d'autres indicateurs qui sont non sélectionnables pour cette raison? Donc effectivement, il y a eu des discussions en sous-comité maintenance. À ce stade, il y en a 2 qui ont été identifiés. Il y en aura peut-être d'autres et je vous invite du coup à suivre évidemment les publications au sein du guide d'interprétation. Le PAI numéro 4, l'exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles, n'est pas utilisable dans le cadre des indicateurs de surperformance. Ça, c'est une décision qui a été validée et qui est publiée au sein du guide d'interprétation ou qui va l'être dans les jours qui viennent. Et ensuite, le PAI numéro 11, qui est l'absence de processus et de mécanismes de conformité pour contrôler le respect des exigences du Pacte mondial des Nations Unies. Celui-ci touche également aux critères d'exclusion sur les droits humains. Et donc, la position du sous-comité maintenance, c'est qu'il ne soit pas utilisable. En revanche, cette décision est toujours en cours de discussion et de relecture, puisque c'est un sous-comité maintenance récent qui l'a traité. Donc, on n'a pas de position définitive à ce stade. Et tant que l'information n'est pas publiée au sein du guide d'interprétation, l'information n'est pas officielle, puisqu'on a un circuit de relecture avec plusieurs parties prenantes. Mais la position à ce stade est plutôt celle-ci. J'en profite pour faire une petite parenthèse sur ce guide d'interprétation. Comme vous l'avez probablement vu, dans le cadre de la V2, il était publié sous la forme d'un PDF sur le site internet. Ça a changé depuis maintenant presque un an. Caroline, d'ailleurs, ici, a travaillé à développer une FAQ plus interactive. Donc, c'est maintenant sur le site internet directement et vous avez la possibilité de rechercher par mots-clés. Vous avez la possibilité de cocher une case pour que seules les questions relatives à la V3 ressortent. Donc, voilà, on a essayé de faire quelque chose de plus ergonomique, puisqu'on avait beaucoup de questions. On va essayer dans les mois qui viennent de développer une newsletter un peu dédiée pour que vous soyez avertis quand il y a des nouvelles questions qui sont publiées. Ce n'est pas encore possible. Donc, je vous invite à les vérifier assez régulièrement. On a mis les dates de publication des questions pour que vous puissiez identifier rapidement celles qui ont été publiées récemment. Mais voilà, à ce jour, la meilleure façon de faire, c'est de se connecter régulièrement, une fois tous les mois, puisqu'on ne publie pas des questions toutes les semaines, sur ce guide d'interprétation pour voir s'il y a de nouvelles questions. On doit en publier cette semaine une petite vingtaine, donc je vous invite à aller voir d'ici quelques jours. Il devrait y avoir des informations publiées. Je vois qu'il y a une main levée. On ne prendra pas de questions à l'oral. En revanche, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on fera au mieux pour y répondre. Et celles auxquelles on ne répond pas, on les consolidera pour essayer d'y répondre sous une autre forme. Je ferme cette parenthèse. Une dernière question sur le pilier 1. En cas de justification valable de l'absence d'indicateurs de durabilité en lien avec ces objectifs ESG, quels sont les indicateurs qui peuvent être sélectionnés? Alors, sur ce point, il y a également eu des discussions. Donc, déjà, lorsque le fonds a justifié qu'il allait avoir recours à un indicateur hors PAI, c'est la même règle jusqu'à présent qui s'applique. Il y avait une question dans le guide d'interprétation sur ce sujet. On attend que l'indicateur qui soit sélectionné soit reconnu avec une méthodologie idéalement ouverte. En tout cas, pas de score interne. L'objectif, c'est que ce soit un indicateur le plus objectif possible, ou en tout cas le plus transparent possible. Jusqu'à présent, ont été validés par le sous-comité maintenance la part verte au sens du label Greenfin et l'indicateur d'intégration de critères ESG à la rémunération des dirigeants sur la partie gouvernance. Donc ça, ils sont effectivement utilisables pour un fonds qui aurait justifié d'avoir un recours à un indicateur en dehors des PAI. Et l'alignement taxonomique est en cours de discussion. La position du sous-comité maintenance, c'est plutôt oui à ce stade. Mais comme tout à l'heure, on n'a pas de validation définitive sur ce point.
Un indicateur a été confirmé comme n'étant pas utilisable, c'est l'investissement durable au sens de SFDR, donc ça ne peut pas être un indicateur de surperformance. Dernier point avant qu'on passe au pilier suivant, le sous-comité maintenance va mener un travail de clarification des justifications valables de recours à un indicateur hors PAI. Donc pour rappel, c'est 2 PAI sauf justification valable, et auquel cas c'est 1 PAI plus indicateur au choix. On va mener un travail pour clarifier un petit peu ce qui est attendu de votre part pour pouvoir sélectionner ce deuxième indicateur en dehors des PAI. Voilà pour ce pilier 1, je vous propose d'avancer, je vois que le temps file déjà, sur le pilier 2, donc qui lui est afférent à la méthodologie d'analyse ESG. Tout le sujet cohérence de l'univers d'investissement initial, donc l'annexe 6 sera traité dans un point dédié. Là, on va plutôt s'intéresser à la méthodologie d'analyse, la prise en compte des principales incidences négatives et le sujet des controverses. Concernant la méthodologie d'analyse ESG, la question est, est-ce qu'un fonds à thématique durable doit absolument avoir une analyse ESG qui repose sur les 3 piliers, ou est-ce qu'il est possible de basculer sur une analyse plus pure? Alors, la réponse est, le label ISR est un label généraliste, ça fait partie des gros axes de travail de la part du comité du label qu'il a souhaité réaffirmer dans ses travaux. Donc, oui, une analyse ESG sur les 3 piliers, E, S et G, est obligatoire pour l'ensemble des fonds. Ensuite, évidemment, la pondération des piliers peut être modulée en fonction de la stratégie et en fonction du secteur ou de l'émetteur qui est analysé. Mais en tout cas, il n'est pas possible d'avoir simplement une analyse du pilier environnemental dans le cadre de l'analyse extra-financière. Forcément, les 3 piliers. Ensuite, sur le sujet des principales incidences négatives, doit-on définir des seuils pour tous les PAI obligatoires? Juste pour rappel, le référentiel dit dans son pilier numéro 2 que le fonds doit démontrer que l'ensemble des principales incidences négatives font l'objet d'une attention particulière dans le cadre du processus d'investissement. Est-ce que des seuils doivent être définis? La réponse est non. Ça ne doit pas forcément passer par des seuils quantitatifs, tout simplement parce que le comité était conscient que ça n'était pas réaliste opérationnellement. L'idée ici, c'est qu'on ait bien une prise en compte quantitative ou qualitative de l'ensemble des principales incidences négatives, qui sont en fait les grands enjeux extra-financiers identifiés par le régulateur européen. Et donc, et c'est le lien avec la deuxième question, sur les objectifs à respecter dans le cas de cette prise en compte. Il n'y a pas d'objectif précis. L'idée est de s'assurer que tout émetteur qui rentre en portefeuille ait bien été analysé sur ces différents enjeux. Est-ce que c'est une analyse quantitative? Est-ce que c'est une analyse qualitative? Est-ce que c'est via le biais de l'engagement? En fait, ça peut être à toutes les étapes du processus d'investissement, mais il faut que chacun de ces enjeux soit traité. Et donc, c'est ça qu'on attend de la part des fonds. C'est une démonstration qualitative de cette bonne prise en compte. Et enfin, la troisième question sur ces principales incidences négatives, est-ce que cette attention particulière doit être portée uniquement aux entreprises en portefeuille ou bien à l'ensemble de l'univers d'investissement? Là, comme je le disais, on parle bien du processus d'investissement dans son ensemble, pas forcément uniquement de l'analyse ESG. Et donc, on parle bien des entreprises en portefeuille, c'est-à-dire que tous les émetteurs en portefeuille doivent avoir été analysés, comme je le disais, de diverses façons sur l'ensemble de ces enjeux. Donc, c'est bien les entreprises en portefeuille, pas exclusivement, ça peut être l'ensemble de l'univers, mais en tout cas à minima. Dernière question sur l'analyse des controverses. Le fonds candidat doit-il impérativement établir un reporting sur les controverses pour l'audit? Si oui, à l'échelle du fonds. Donc effectivement, il n'y a pas de reporting qui est mentionné dans ce pilier 2. Vous avez, je crois, 7 tirés qui précisent ce qui doit structurer le processus de suivi et d'analyse des controverses. Il est bien précisé la partie compte rendu des décisions prises. Donc, effectivement, le référentiel ne cite pas de reporting. En revanche, vu les éléments qui sont demandés et vu le cadre qui a été mis en place par le comité du label, il semble être une bonne pratique assez incontournable d'avoir. Alors, est-ce que c'est un outil de reporting? Est-ce que c'est un tableau interne? Mais en tout cas, un outil de suivi qui permette de démontrer aux certificateurs que les différentes exigences, à savoir la classification des controverses selon 3 dimensions, le suivi du processus d'escalade, des éléments de date, etc., des discussions qu'on a eues en interne, ça semble être une bonne pratique relativement incontournable. Donc, on vous encourage grandement à établir un outil de ce type. Encore une fois, est-ce que c'est un reporting ou est-ce que c'est un outil? Peu importe, mais en tout cas, un outil qui permette de démontrer aux certificateurs que l'ensemble de ces exigences-là sont bien respectées. En revanche, il n'est pas exigé par le référentiel la publication d'un reporting auprès du grand public sur le sujet. Ça n'est pas exigé par le référentiel. Voilà pour ce pilier numéro 2. Comme je le disais, l'annexe 6 sera traité dans une slide dédiée. J'avance relativement rapidement sur le pilier 3 pour qu'on ait
le temps de tout traiter. Concernant le pilier 3, les trois sujets qui globalement font l'objet de discussions. Comme je le disais tout à l'heure, hein, le sujet critère d'exclusion sera traité à la fin dans le cadre de l'annexe 7. Mais là, c'est la pondération des piliers ESG dans la notation, c'est le sujet méthode de calcul, capitalisation vs nombre, et le sujet taux de sélectivité. Concernant la pondération des piliers dans la notation, la question est lorsqu'on demande de préciser le poids relatif des trois domaines ESG dans le modèle de notation, est-ce qu'on attend une classification des émetteurs et donc un classement selon les piliers E, S et G, ou est-ce qu'il s'agit des pondérations dans le modèle de notation? Cette question est revenue plusieurs fois. Donc là, on parle bien dans le modèle d'analyse qui est mis en place par la société de gestion, qu'il soit interne ou qu'elle ait recours à un provider de données externe. L'idée est de quantifier le poids de chacun des trois piliers dans la notation ESG globale, le poids du pilier E, du S et du G. Donc on parle bien de ce sujet-là. Et comme dit le référentiel, doivent être justifiés les cas dans lesquels les pondérations sont inférieures à 20%. Sur ce point-là, le comité est bien conscient que régulièrement les méthodes s'appuient sur des matrices de matérialité et donc on va avoir des pondérations différentes en fonction des secteurs ou même au niveau des émetteurs. Et à ce moment-là, ce qui apparaît comme une bonne pratique et ce qui se dégage, c'est de donner le cas général dans la documentation réglementaire, puisque c'est exigé par le label, en précisant que les pondérations peuvent varier d'un secteur à l'autre, par exemple, et que ça peut être en dessous de 20% dans certains cas, et de renvoyer vers une documentation plus complète qui, elle, ne serait pas forcément réglementaire, qui donne un peu de précision sur la façon dont l'analyse est menée, afin d'éviter d'avoir des pages de méthodologie au sein de la documentation réglementaire. C'est pas le but. Donc voilà, un cas général dans la réglementation réglementaire et un renvoi vers une documentation plus technique et spécifique semble approprié. Concernant la méthode de calcul, capitalisation vs nombre, alors, on a eu beaucoup de questions sur ce sujet. Les deux sont relativement en lien. Est-ce que les fonds monétaires peuvent continuer à utiliser des univers équipondérés? Et la deuxième question, est-ce que les fonds small et mid cap qui ont des univers d'investissement avec un écart entre la plus grande et la plus petite capitalisation très important peuvent recourir à la méthode en nombre? Alors, à ce jour, dans le référentiel, le seul exemple qui est cité qui justifie le recours à la méthode en nombre, c'est une part très significative de l'univers pour lequel la capitalisation n'est pas connue. À ce stade, le comité et le sous-comité maintenance ne se sont pas positionnés sur d'autres cas de justification valables et je pense que nous verrons à l'usage. Donc non, à ce jour, un fonds monétaire ne peut pas de façon systématique recourir à un univers équipondéré, il doit le justifier. Et le simple fait qu'il soit monétaire n'est pas une justification valable, en tout cas à ce jour. Même chose pour les fonds small et mid. Je pense que le comité verra à l'usage les contraintes qui sont remontées par les fonds. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous faire remonter des cas particuliers si vous en avez. J'ai eu de nombreuses discussions avec des fonds sur le sujet. Mais voilà, à ce jour, ça n'est pas une justification suffisante. Et donc, on attend bien un recours à la méthode en capitalisation. Et je pense qu'on verra à l'usage avec les remontées des certificateurs et des fonds s'il est nécessaire de préciser certains points sur ce sujet. Et enfin, concernant le taux de sélectivité, première question, est-ce que le taux de sélectivité prend en compte les exclusions? La réponse est oui, hein, le référentiel précise bien que les 30% sont identifiés sur base des exclusions et des plus mauvaises notations. Donc effectivement, l'idée est d'enlever les entreprises exclues et de compléter, entre guillemets, avec les plus mauvaises notes. Donc les exclusions sont bien prises en compte. Et quand je dis exclusion, je dis les exclusions obligatoires du label, plus les exclusions volontaires potentielles que le fonds pourrait mettre en place, évidemment. Et enfin, dernière question sur ce point, est-ce qu'un fonds article 9 peut identifier les 30% plus mauvaises valeurs sur base de leur caractère non durable au sens de leur définition de l'investissement durable? Ça, c'est une question qui est en cours de finalisation côté sous-comité maintenance. Je pense qu'elle va être publiée dans les jours qui viennent. Alors, la réponse est oui, sous réserve que la définition d'investissement durable de la société de gestion repose bien sur une analyse ESG et pas simplement, par exemple, sur une notion de contribution aux ODD. Donc, c'est théoriquement possible, mais le fonds devra alors démontrer à son certificateur qu'on a bien une analyse ESG qui est menée, et c'est cette analyse ESG qui aboutit à la classification investissement durable ou non au sens de SFDR. Si c'est bien le cas et que c'est démontré, alors le fonds pourra
comptabiliser les investissements non durables dans son seuil de sélectivité. Voilà pour ce pilier 3. Je vous propose de passer au pilier 4 directement, donc qui traite du sujet engagement ESG et vote. On a 3 gros sujets, hein, donc un sujet sur le vote, un sujet sur l'engagement, et puis une question sur l'engagement, les cas d'engagement obligatoire. Concernant le vote, pour rappel, le référentiel exige maintenant un taux de vote minimum, hein, donc c'est 90% pour les assemblées générales d'entreprises françaises et 70% pour le reste du périmètre. Et donc la question est, est-ce que ce périmètre justement d'exigence quantitative d'exercice des droits de vote doit-il intégrer les assemblées des SICAV et des fonds? Donc la réponse est non, hein, elle a été apportée par le sous-comité maintenance. On parle bien ici des titres vifs d'émetteurs et d'entreprises et non pas le cas des fonds de fonds. L'idée n'est pas d'exiger que vous votiez aux assemblées générales des fonds qui sont constitués sous forme de société, hein. Donc la réponse ici est non. Concernant l'engagement ESG maintenant, est-ce qu'il y a un délai prévu pour la vente des titres en cas de validation du non-respect des engagements? Alors, une fois que le fonds, et ça vaut pour tous les cas où un émetteur doit être sorti du portefeuille. Ça compte pour les exclusions, pour les controverses et ici pour l'engagement. À partir du moment où un fonds considère qu'un émetteur en portefeuille n'est plus éligible ou qu'il est exclu, la vente des titres se fait dans une logique de respect de l'intérêt des porteurs, hein. Donc ça, c'est à justifier auprès du certificateur. L'idée n'est pas de vendre le titre du jour au lendemain. Il faut que ça se fasse dans l'intérêt des porteurs. Donc il n'y a pas de règle définie. Évidemment, si ça se fait sur un an, c'est un petit peu long. Mais l'idée, voilà, est que la sortie se fasse dans de bonnes conditions, et donc ça, c'est jugé de façon qualitative. Donc, il n'y a pas de date fixe, mais bien, on enclenche en fait un processus de sortie du titre du portefeuille. La deuxième question concerne le processus d'escalade qui précise qu'il doit prévoir une vente des titres en l'absence d'amélioration au bout d'une période donnée. La question est, la cession des titres est donc systématiquement prévue pour toute action d'engagement en l'absence d'amélioration. Donc, la réponse théorique est oui, effectivement, c'est-à-dire que l'idée et le rationnel, c'est de dire un acte d'engagement, s'il n'aboutit pas, il doit pouvoir aboutir à la vente du titre. En revanche, le comité n'a pas donné de délai, sauf pour un cas, hein, qui est le cas de l'approche d'une amélioration de note, où là c'est 3 ans, mais pour tous les autres cas, c'est au fond de définir des temporalités, de définir un processus d'escalade qui, in fine, aboutit à la sortie du titre, mais il n'y a pas de temporalité exigée. Et donc l'idée, c'est que le fonds puisse mener son action d'engagement de façon cohérente et ne soit pas contraint de vendre le titre, alors qu'il y avait toujours un levier d'amélioration. Mais effectivement, le processus d'escalade doit pouvoir aboutir à la vente du titre si l'acte d'engagement n'aboutit pas. La question suivante concerne la part du portefeuille qui doit faire l'objet d'une action d'engagement. Alors, sur ce point, le référentiel, à part les cas particuliers où un engagement systématique est attendu, il n'y a pas de minimum attendu sur le portefeuille, tout simplement parce que dans les travaux, ce qui ressortait, c'est que ça dépend beaucoup des cas et il n'est pas forcément pertinent de faire de l'engagement en fonction de certaines stratégies, et dans d'autres stratégies qui sont très centrées sur l'engagement, un taux d'engagement plus important sera attendu. Donc il est théoriquement possible pour un fonds de ne faire aucun engagement extra-financier. En revanche, il faudra que ce soit justifié, évidemment, mais voilà, il n'y a pas de pourcentage minimum. C'est plutôt en application de la politique d'engagement actionnarial et ESG du fonds, et puis évidemment les cas qui sont mentionnés au critère 4.2.c, qui sont des cas d'engagement systématique. En dehors, pas d'engagement minimum obligatoire. Et enfin, dernière question sur l'engagement, est-ce qu'il y a des adaptations pour le cas des fonds obligataires? Comme vous l'avez vu, le référentiel, il parle d'engagement ESG et pas d'engagement actionnarial, et c'est une vraie décision du comité. L'idée est de dire, ça n'est pas tant le statut d'actionnaire qui apporte du levier, mais c'est plutôt le statut de partie prenante. Et donc, il est bien attendu de la part des fonds obligataires qui mettent en place les mêmes exigences en termes d'engagement, sauf cas particulier, évidemment, hein. Je pense typiquement au cas du souverain, où là, pour le coup, l'engagement n'est pas pertinent. On pourrait considérer qu'il y a top type de cas pour lesquels l'engagement est moins pertinent, à justifier auprès du certificateur, mais comme je l'ai dit, le cas général, c'est que on parle bien d'engagement ESG, et donc ça s'applique aux actions comme aux obligations.
Et enfin, concernant l'engagement obligatoire, est-ce que l'engagement doit porter sur tous les indicateurs d'incidence négative dans le modèle de l'annexe 1 des RTS ou uniquement les indicateurs de performance? C'est bien uniquement les indicateurs de performance. L'idée est de dire, dans la mesure où le fonds sélectionne les indicateurs de performance qui sont les plus pertinents par rapport à sa stratégie, alors s'il investit dans des entreprises qui ne publient pas ces indicateurs, on attend de sa part qu'il fasse de l'engagement pour encourager l'entreprise à publier ces indicateurs, puisque, encore une fois, ce sont les indicateurs les plus pertinents par rapport à sa stratégie. J'essaie d'avancer assez vite pour qu'on ait le temps de poser des questions. Concernant le pilier 6, donc ce fameux reporting d'incidence négative, quelles sont les informations attendues dans le cadre du pilier 6 du référentiel? Donc là, on parle bien du reporting PAI, donc les indicateurs obligatoires plus les indicateurs additionnels que vous devez publier. Donc c'est bien ça qui est attendu dans le cadre de ce pilier 6. Et ces éléments de contexte qui sont précisés par l'annexe 8, est-ce que c'est simplement les indicateurs de reporting ou seulement les indicateurs de performance? Là, on parle bien de l'ensemble des indicateurs de reporting. Donc, l'ensemble de ces indicateurs obligatoires plus additionnels du reporting PAI sur lequel vous devez apporter des éléments de contexte supplémentaires comme le taux de couverture, comme une comparaison avec l'indice notamment. Alors, je vous propose qu'on passe sur nos annexes. Il y en a 4 sur lesquels on aimerait revenir. Le premier, c'est sur l'annexe 3 qui est dédié aux dérivés, sur laquelle on a eu beaucoup de questions et de discussions, et c'est plutôt un cas général qu'on souhaite préciser aujourd'hui. Donc, pour rappel, deux types d'utilisation de dérivés dans le référentiel aujourd'hui. Les dérivés à titre de couverture, qui sont autorisés du moment que ça ne dénature pas la nature ESG du fonds, et l'utilisation de dérivés à titre d'exposition, qui est assez limitée, puisque l'objectif du label, c'est d'encourager l'investissement physique, donc en titre vif. Et donc, ce dérivé à titre d'exposition, ils doivent revêtir un caractère provisoire et exceptionnel, et c'est à chaque société de gestion d'expliquer son fonctionnement et d'illustrer ce caractère provisoire. Durant les travaux, le comité du label il a fait le choix de ne pas apporter de modifications structurantes à cette annexe 3. Ça, c'était dû à 2 principaux constats. D'abord, ce dont on s'est rendu compte, c'est que l'utilisation des produits dérivés et l'organisation interne qui était associée dans les sociétés de gestion, ça varie beaucoup d'une société de gestion à l'autre. Donc, c'est difficile de faire des cas généraux, et donc l'arbitrage au cas par le certificateur apparaît nécessaire. Ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est que c'est un sujet très complexe sur lequel même les régulateurs, que ce soit au niveau français et européen, pour l'instant, sont assez prudents de se positionner sur le sujet des dérivés dans la finance durable. Et donc, toute modification substantielle nécessitera un travail plus approfondi qui n'a pas été réalisé dans le cadre de la V3, puisqu'il y avait d'autres priorités. Et donc, voilà, l'idée, c'était pas de modification structurante. Seul le cas particulier d'une utilisation de façon marginale et dans une logique de gestion efficiente a été précisé. L'idée, c'était d'ouvrir une utilisation continue des dérivés à titre d'exposition, donc non pas de contraindre ce qui était fait actuellement, mais simplement d'ouvrir un cas particulier où une utilisation continue de ce type de dérivé serait justifiée. En revanche, pour tous les autres cas qui sont actuellement utilisés, la façon dont l'annexe 3 est appliquée aujourd'hui dans la V2 n'a pas vocation à évoluer. Cette utilisation de produits dérivés, elle doit être justifiée au certificateur, comme c'est le fait aujourd'hui dans le cadre de la V2. Et donc, il n'y a pas de modification ici, sauf cas très particuliers. Ce qui était possible dans la V2 est toujours possible dans la V3. Vous devez justifier auprès de votre certificateur et il n'y a pas de raison particulière pour que cette interprétation change. Donc, le sous-comité maintenance pourra être sollicité au besoin, mais je pense que c'est important de préciser ça. Cette annexe 3 n'a pas été modifiée en profondeur. Le comité a simplement ouvert un cas particulier qui n'a pas d'influence sur ce qui était fait aujourd'hui. Concernant l'annexe 5, la prise en compte des enjeux climatiques, donc qui vient préciser ce qui est attendu de la part des fonds sur leur analyse des plans de transition. 3 questions. L'analyse des plans de transition concerne-t-elle tous les émetteurs en portefeuille? 100%. La réponse est oui, c'est bien précisé dans l'annexe 5. 100% des titres en portefeuille, enfin des émetteurs analysés ESG en portefeuille doivent voir leur plan de transition analysé. Seconde question, les premières exigences quantitatives sont applicables à partir de janvier 2026. Dès lors, est-ce que la description de cette méthode sera également exigible seulement à partir de cette date-là? Donc non, justement, et ça c'est un point très important, l'idée du comité c'était de travailler en 2 temps. D'abord de mettre en place une exigence de moyens et donc exiger de la part des fonds que vous mettiez en œuvre une méthodologie d'analyse des plans de transition qui soit robuste et qui reprenne les différents points de passage obligatoires, les cibles, les moyens, la gouvernance précisés par l'annexe 5, sans exigence de
résultats dans un premier temps, mais que vous ayez le temps justement de développer ces approches, et ensuite seulement en 2026 de mettre en place des exigences de résultats qui seront d'ailleurs revues par le comité du label pour voir si elles sont bien compatibles avec l'état des lieux du marché et des pratiques des entreprises. C'est également précisé dans l'annexe. Mais donc non, hein, dès le 1er janvier 2025, vous devez avoir mis en œuvre une politique d'analyse des plans de transition et les exigences de résultats entreront en application au 1er janvier 2026. Et d'ailleurs, la dernière question concerne ces exigences de résultats. Comment interpréter la phrase un fonds candidat présentant une part supérieure à 15% peut comptabiliser la différence dans l'atteinte du seuil ci-dessous? Alors effectivement, la rédaction n'est pas forcément très claire sur ce sujet. Pour rappel, hein, ce qui est attendu d'un point de vue exigence quantitative, c'est que parmi les émetteurs à fort enjeu qui sont en portefeuille, on en est 15% au 1er janvier 2026, qui est un plan de transition crédible, et 20% supplémentaires qui fassent l'objet d'un acte d'engagement. Et donc, ce que dit cette phrase-là, c'est que si vous avez, par exemple, 25% d'entreprises en portefeuille à fort enjeu qui ont un plan de transition crédible, eh bien, c'est 10% supplémentaires par rapport aux 15 points, puissent être décomptés de celles sur lesquelles vous devez faire de l'engagement. Donc, en fait, en réalité, c'est une poche de 35%, hein, 20 plus 15, qui sont soumis à des exigences de résultats. Minimum 15 qui ont un plan de transition crédible, mais si c'est plus, eh bien, ça vient compléter cette poche et donc le reste, vous devez faire de l'engagement. Vous pouvez très bien avoir 50% de vos émetteurs à fort enjeu qui ont un plan de transition crédible, auquel cas, il n'est pas attendu d'acte d'engagement de votre part. Avançons maintenant sur cette annexe 6 qui fait l'objet de beaucoup de discussions et sur lequel, avant d'aborder les questions, je vous propose de faire déjà un petit point général sur ce qui est attendu. Déjà en termes de rationnel, l'objectif de cette annexe 6, en fait, c'est de s'assurer que l'univers d'investissement initial du fonds, eh bien, il soit cohérent avec le fonds. Tout simplement, puisque vous vous comparez à cet univers pour démontrer la significativité de votre approche, il faut que cet univers soit comparable. Et d'ailleurs, le terme d'univers d'investissement initial n'est pas forcément très bien choisi. En fait, c'est plutôt un univers comparable au fond qui est attendu. Le déroulé ici, c'est un petit peu un résumé des exigences. En fait, dans un premier temps, ce qu'on attend de votre part, c'est que vous identifiez les valeurs qui constituent votre univers. Donc là, on attend une approche structurée, une gouvernance adaptée avec des règles systématiques. L'idée ici, c'est d'éviter qu'on ait des cas où le fonds sélectionne une à une les entreprises en intégrant celles, entre guillemets, qui arrangent pour simplifier l'atteinte des exigences du label. Donc l'idée, voilà, c'est de privilégier les règles systématiques. On a dans une gouvernance structurée. Là, c'est donc d'identifier les émetteurs qui sont dans l'univers d'investissement. Ça peut être une combinaison d'indices, etc. Et ensuite, c'est de réaliser sur base à minima annuelle une analyse de cohérence. Donc, c'est les étapes suivantes, hein. C'est dans un premier temps d'identifier les répartitions géographiques, sectorielles et de capitalisation qui seront utilisées. Donc ça, c'est à la main du fonds, typiquement sur la répartition géographique. Est-ce que c'est par zone géographique? Est-ce que c'est par pays? Même chose pour les secteurs. Ça, c'est à la main du fonds et adapté en fonction de sa stratégie. Et puis identifier les pondérations qui sont pertinentes pour la comparaison du portefeuille. Est-ce que c'est une moyenne historique? Est-ce que c'est des pondérations cibles? Entre guillemets, peu importe, du moment que c'est justifié, l'idée c'est qu'on ait une analyse qui soit tout simplement pertinente. Une fois que vous avez identifié ces paramètres, eh bien, c'est réaliser tout simplement une comparaison des pondérations entre le portefeuille et son univers et identifier les écarts qui sont significatifs. Même chose ici, ce seuil de significativité est défini et justifié par le fonds. Et donc l'idée, c'est d'identifier typiquement sur les industriels. J'ai 25% d'industriels dans mon fonds, il n'y en a que 5% dans mon univers. C'est un biais significatif, ou alors à l'inverse, je n'ai pas de différence significative. Si jamais le fonds détecte des écarts significatifs, donc c'est la partie gauche ici, soit cet écart est justifié par sa stratégie et il n'abaisse pas les exigences du label, alors à ce moment-là, on ne touche pas à l'univers et il n'y a pas de rebalancement qui est nécessaire. Soit l'écart est non justifié, et donc le fonds se rend compte qu'il y a un biais significatif qui doit être corrigé, et donc on attend une modification de l'univers par rebalancement. Soit on n'a absolument aucun écart qui est détecté, et là, évidemment, pas de rebalancement nécessaire. Ça c'est vraiment le cas général qui est important de comprendre. Quelques notes là-dessus. Je le disais, cette analyse, elle est attendue une fois par an de la part du fonds. Et c'est le point numéro 2, c'est bien l'univers d'investissement qui est adapté à la stratégie du fonds et non l'inverse. L'idée n'est pas que l'univers d'investissement initial contraigne le fonds dans sa gestion, notamment dans le cas d'une gestion active, hein. Et donc ce qui est important, c'est qu'entre deux mises à jour de cette fameuse analyse de cohérence, le fonds pourra très bien être amené par des choix de gestion à s'éloigner de son univers et donc à créer des biais significatifs sur l'année. Ça, c'est
tout à fait possible. Et si cela induit des biais, eh bien, durant l'analyse suivante, l'année suivante, eh bien, ces biais seront probablement réanalysés et l'univers sera probablement corrigé. Et donc, l'idée, c'est bien ça. C'est bien que de façon régulière, l'univers soit analysé. Si nécessaire, il s'adapte à son fond et non pas l'inverse, hein. L'idée n'est évidemment pas que les gérants soient bridés dans des choix de gestion pour ne pas trop s'éloigner de leur univers. C'est absolument pas le sujet. Là, on attend bien que l'univers suive son fond. Et enfin, j'imagine que vous l'avez suivi, mais l'annexe 6 elle a été modifiée en avril 2024. Donc voilà, assurez-vous que vous avez bien la bonne version du référentiel. Le seuil de significativité de 5% a notamment été supprimé. Et puis l'exigence de mise en place d'un processus de rebalancement automatique. Donc on n'est plus sur un rebalancement automatique, hein, on est vraiment dans la réalisation sur base annuelle de cette analyse et, si nécessaire, un rebalancement ad hoc, on va dire, de l'univers. Voilà pour ce cas général sur l'annexe 6. On peut venir du coup maintenant aux questions qui nous ont été remontées sur le sujet. Concernant la constitution de l'univers, est-ce que l'univers peut être plus large que l'indice de référence du fond? La réponse est oui. Vous pouvez très bien avoir un univers qui soit large du moment que les exigences de cohérence sur les dimensions géographiques, secteur, capitalisation sont bien respectées. Donc il n'y a pas de notion de taille de l'univers, il n'y a pas de limite à ce niveau-là du moment que les exigences sont respectées. Deuxième question, les titres hors univers et non notés sont-ils investissables? Alors, c'est deux sujets différents. Les titres non notés sont effectivement investissables dans la limite de 10%. Et ça, c'est le pilier 3, je crois, qui précise que la part des émetteurs analysés ESG doit représenter 90%. Donc ça, c'est un premier sujet, c'est effectivement possible. Il reste soumis aux exclusions, on y reviendra juste après. Et les titres hors univers, alors effectivement, la position, c'est qu'ils ne doivent pas représenter plus de 10% du portefeuille. Sachez que le sous-comité maintenance a traité ce sujet et a essayé de clarifier le sujet dans le cas où le fonds est en approche en amélioration de notes, en sélectivité, dans le cas où il utilise un univers custom ou un univers qui est un indice. La réponse sera publiée au sein du guide d'interprétation dans les semaines ou mois qui viennent pour bien clarifier l'ensemble des cas. Mais donc effectivement, il est possible d'investir dans des titres hors univers dans une limite acceptable. Concernant la correction des écarts, le seuil permettant de définir les écarts de 5% a été supprimé. Quel est désormais un seuil acceptable? Donc effectivement, ce seuil de 5% a été supprimé. Il doit maintenant être défini par le fond et justifié. On n'a pas de tranche ou de fourchette qui a été définie pour l'instant. Je pense qu'on verra à l'usage, justement pour se rendre compte peut-être des spécificités. Et donc, ça doit être justifié par le certificateur. Bon, et évidemment, si le seuil de sélectivité est positionné à 20 ou 25%, ça semble quand même relativement important. Et donc, on attendait une justification très robuste. Mais donc, effectivement, ça peut être 10%, ça peut potentiellement être 15%. Enfin voilà, tout ça n'a pas été clarifié. L'idée, c'est que vous fassiez un choix et que vous le justifiez à votre certificateur. Un fonds investi en valeur européenne et dans un univers composé à 100% de valeur européenne, doit-il analyser le biais géographique ou est-ce qu'on considère que c'est un univers homogène? Est-ce qu'un rebalancement de pays est obligatoire? Alors, là, on touche justement à ce choix de granularité dans les différentes dimensions, géographie, secteur, capitalisation. L'idée est de dire, est-ce que au sein de cette dimension dans ma stratégie, je peux avoir différentes classes, on va dire, et donc une hétérogénéité de résultats et de performances ESG. J'aurais tendance à dire, sur cet exemple précis, qu'on a une forme d'hétérogénéité entre les géographies, entre les pays européens, c'est-à-dire qu'on a des pays européens où les entreprises ont tendance à avoir des reportings moins développés et donc de moins bonnes notes ESG. Dès lors qu'on peut avoir un biais sur ce sujet, alors on peut légitimement attendre que vous fassiez cette analyse. Donc, on n'a pas répondu à cette question. En revanche, en première lecture, j'aurais tendance à dire que ça n'est pas valable dans le sens où eh bien, les entreprises françaises ont tendance à être mieux notées que les entreprises potentiellement de l'Europe de l'Est, par exemple, ou même les entreprises UK, si on considère que c'est européen. Donc, a priori, j'aurais plutôt tendance à dire que oui. En tout cas, l'analyse est obligatoire avec plus de granularité que seulement Europe. Mais encore une fois, c'est à justifier auprès du certificateur. Et enfin, comment traiter les exclusions sectorielles et normatives? Il est mentionné qu'elles comptent dans les 30%, mais on comprend également qu'elles doivent être exclues de l'univers d'investissement de départ. Ça, c'est une très bonne question. Et justement, parmi les biais
qui peuvent apparaître dans l'univers dans le cadre de cette analyse qui était décrite juste avant, des biais qui sont liés aux exclusions. Je prends un exemple, il y a 15% d'acteurs des énergies fossiles dans mon univers et j'en ai 0% dans mon fonds puisque je les ai exclus. Ça fait partie des biais qui peuvent être conservés, justement parce que c'est les biais que l'on cherche à valoriser dans le taux de sélectivité. Et donc ça revient à mon schéma de tout à l'heure. J'identifie un biais, il est significatif puisqu'il est de 15%. En revanche, il est justifié par ma stratégie, il ne baisse pas les exigences du label puisque c'est justement ce que le label veut mesurer. Donc je le conserve. Et donc ça, c'est une des justifications valables pour que vous puissiez valoriser les exclusions dans votre taux de sélectivité. Et enfin, concernant le cas particulier des fonds thématiques durables, première question, est-ce qu'un fonds thématique durable doit obligatoirement se référer au cas particulier décrit en annexe 6? Non, ce cas particulier est optionnel et volontaire de la part du fonds, donc ça n'est pas obligatoire. Comment interpréter ce cas particulier dans le cas d'un fonds qui utilise l'approche en amélioration de notes? Alors, ce cas particulier, il ne concerne uniquement les fonds thématiques durables qui ont une approche en sélectivité, tout simplement puisqu'on considère que dans le cas de l'approche en amélioration de notes, le fait d'avoir un univers très restreint est un petit peu moins contraignant, puisque vous pouvez théoriquement investir dans la totalité de votre univers. Et donc là, on est vraiment sur un cas particulier dédié à l'approche en sélectivité, donc il n'est pas compatible avec une approche en amélioration de notes qui ces fonds-là, du coup, doivent se conformer au reste de l'annexe. Et enfin, est-ce qu'un fonds qui utilise le cas particulier est soumis aux exigences d'analyse d'écart des pondérations? La réponse est non, puisque c'est justement un cas particulier qui permet eh bien non pas de contourner, mais de traiter autrement le sujet de cohérence de l'univers d'investissement. Voilà pour cette annexe 6. Il nous reste un dernier point sur l'annexe 7 relatif aux exclusions et on passera aux questions. Je pense qu'on pourra dépasser d'une dizaine de minutes peut-être pour pouvoir prendre quand même quelques questions. J'imagine qu'on en a quelques-unes, Caroline. Ouais. Alors, l'annexe 7, c'est sur les exclusions, un sujet important également. Quelles sources fiables peut-on utiliser afin de les justifier? Donc, il n'y a pas de source fiable reconnue par le label, si ce n'est, je crois que Urgewald, sur la partie charbon et fossiles, a été mentionné dans le guide d'interprétation. Ce qu'on attend, en fait, c'est que vous justifiez la source auprès de votre certificateur et que ce soit une source qui soit reconnue. Et donc ça, c'est à vous de le justifier, mais ça peut très bien être une source interne, une analyse interne, du moment que c'est robuste avec une application continue de la règle. Est-il possible d'investir dans une obligation verte d'un émetteur exclu? La réponse est non. Les émetteurs exclus, cette exclusion touche également leurs potentielles obligations vertes, donc il n'est pas possible d'investir dans ce type de titre. Les valeurs non notées sont-elles concernées par les critères d'exclusion? Oui, tout à fait. Vous avez effectivement la possibilité d'investir dans 10% de titres non notés. En revanche, ces titres doivent être screenés par les critères d'exclusion, évidemment. Sinon, il y aurait quand même un gros trou dans la raquette. Un fonds peut-il investir dans des fonds non labellisés ISR qui n'appliquent aucune politique d'exclusion? Ça, c'est un point très important qui est en cours de discussion par le sous-comité maintenance. La position du sous-comité, pour l'instant, c'est plutôt non, effectivement. Hein, donc, même chose dans une logique de cohérence pour éviter qu'on ait des émetteurs exclus par transparence dans un fonds labellisé ISR. Cette position n'est pas définitive puisque c'est toujours en cours de relecture, mais à ce stade, la position du sous-comité est plutôt celle-ci. Et enfin, sur ce premier point, lorsqu'un fonds s'appuie sur un fournisseur de données externe, est-ce qu'il peut choisir de ne pas prendre en compte sa conclusion en s'appuyant sur une analyse interne? Alors, tout dépend. Si jamais, et donc ça c'est en cours de traitement par le sous-comité maintenance, la position est, si jamais le fonds dispose d'éléments et est en capacité de démontrer que les éléments sur lesquels s'est basé le fournisseur de données sont caducs, pour conclure à l'exclusion, alors la réponse est oui. En revanche, si c'est simplement une analyse différente des mêmes éléments qui sont utilisés par le fournisseur de données, la réponse est plutôt non, puisque ça ouvre la porte à de potentielles manipulations. Voilà, on a un risque de contournement et puis de discontinuité de l'application des exigences. Concernant les exclusions fossiles, les acteurs de la chaîne de valeur sont-ils concernés par l'exclusion liée à l'expansion fossile? La réponse est non sur ce critère d'exclusion. Seuls les porteurs de projets sont exclus. Ça n'est pas le cas en revanche pour le charbon, où on précise bien que la fourniture de services et de produits spécifiquement dédiés sont exclus. Donc les acteurs de la chaîne de valeur sont concernés pour le charbon, ils ne sont pas pour l'exclusion fossile.
Je fais une petite parenthèse ici sur les orientations de l'ESMA qui sont en cours de discussion sur la nomination au SG des fonds et dans lesquelles l'AMF pour l'instant n'a pas encore rendu sa position et sur lesquelles il y a un débat justement sur ce sujet et sur les acteurs de la chaîne de valeur. Je ne sais pas si Michel, vous voulez en dire un mot sur les discussions qu'il y a eu en comité sur ce sujet. Alors, les discussions aujourd'hui, c'est plutôt d'attendre la position finalement finale. On pensait qu'elle allait être connue d'ici la fin du mois d'octobre. Finalement, l'AMF n'a pas pris sa position, a posé des questions à l'ESMA, donc on est encore dans le flou. Mais c'est vrai que le risque, c'est d'avoir, en tout cas dans l'état actuel des informations, une position de l'ESMA sur les exclusions fossiles qui serait plus dur que la nôtre, on va dire ça comme ça, et qui intègre une grande partie de la chaîne de valeur. Bon, donc on aimerait savoir où on en est exactement pour voir si éventuellement ça nous conduira ou non à faire évoluer nos propres définitions, parce que je trouverais baroque de mon côté que des fonds labellisés ISR ne puissent pas s'appeler ISR, puisque en fait, c'est ça la conséquence des recommandations de l'ESMA, c'est quel nom on peut utiliser. Voilà, donc pour des raisons de cohérence, on regarde de près ce point-là. Bah, aujourd'hui, on est comme tout le monde dans l'expectative et donc on en reparlera au sein du comité quand les choses seront définitivement calées. Et on reviendra ben, vous en parler aussi, bien entendu, quand on aura les idées claires sur le sujet. Donc au cours de l'année prochaine, probablement. Et donc, pour revenir sur cette question, à ce jour, effectivement, la réponse est les acteurs ne sont pas concernés de la chaîne de valeur, mais modulo ce qui peut se passer sur le sujet de l'ESMA, comme vient de le présenter Michel. Dernière question sur la partie exclusion fossile. Le référentiel mentionne tout émetteur dont plus de 5% de l'activité relève de. Faut-il comprendre plus de 5% du chiffre d'affaires? Alors oui, dans l'annexe 7, lorsqu'on parle d'activité et de pourcentage de l'activité, on parle bien du chiffre d'affaires. Et en fin d'annexe 7, vous avez en toute fin de page et en début de suivante, vous avez un petit paragraphe qui précise ce qu'on attend. Le dernier existe clos publié et avec quelques petites précisions ici sur les consolidations potentielles, mais donc on parle bien du chiffre d'affaires. Et dernière question sur les producteurs d'électricité. Dans quelle mesure peut-on s'émanciper du tableau d'émissions de gaz à effet de serre par kilowattheure produit et élaborer notre propre scénario pour déterminer si un producteur d'électricité est exclu ou non? Alors, le référentiel précise bien effectivement que le fonds pourra se baser sur les seuils mentionnés ou tout autre scénario aligné avec les objectifs de l'accord de Paris. Donc, vous pouvez très bien utiliser d'autres seuils. En revanche, vous devez justifier qu'ils sont bien cohérents avec les objectifs de l'accord de Paris. Et donc, c'est ça qui sera attendu de votre part dans ce cas. Euh, Voilà pour cette annexe 7. On en arrive au bout. Je vois qu'il est déjà quasiment midi, mais je vous propose qu'on prenne quand même quelques minutes pour traiter les questions que vous nous avez envoyées par écrit, peut-être. Je ne sais pas si Michel, vous en avez repéré déjà qui... Non, pas spécialement. Non, sinon j'en ai quelques-unes. Pour revenir sur le pilier 1, il y avait une question sur le traitement des PAI concernant les souverains. Comment le cas est traité? Ouais. Alors, c'est une question qui va être traitée en sous-comité maintenance, justement, cet après-midi, puisque, comme vous le savez, le fonds peut investir jusqu'à 50% dans les souverains s'ils ne font pas l'objet, pardon, d'une analyse ESG. Donc là, bon, il n'y a pas de sujet. Il peut investir dans les souverains à hauteur de 70% s'ils font l'objet d'une analyse ESG. Et donc, la question qui se pose et à laquelle nous n'avons pas la réponse aujourd'hui, c'est dans le cas où un fonds eh bien, analyse les souverains sous l'angle ESG parce qu'il investit de façon significative dedans. Est-ce que cela implique seulement une analyse ESG ou également une intégration dans les exigences de sélectivité et pour les indicateurs de performance, puisqu'effectivement, ces indicateurs ne sont pas agrégeables avec les indicateurs relatifs aux sociétés. Donc, est-ce qu'on fonctionnera en sous-poche Ça, je n'ai pas la réponse à la question, tout simplement parce que, pour être honnête, on n'a pas eu beaucoup de remontées de la part des pratiques de place sur le fait qu'on avait des fonds qui investissaient de façon très significative, en tout cas au-delà de 50% dans les souverains. Mais donc, je ne sais pas qui a posé la question, mais n'hésitez pas à revenir vers moi avec un cas plus précis. Mais en tout cas, sachez que c'est une question qui va être débattue en sous-comité maintenance pour se positionner plus clairement sur ce sujet.
sur les PAI scope sont à prendre en compte dans les PAI sur les émissions de carbone, Oui, alors, notamment sur le scope 3 du coup. tout à fait. Très bonne question. C'est une question qui a été abordée en sous-comité maintenance. Je crois qu'on a publié la réponse. Je ne veux pas dire de bêtises, ou alors ce sera dans les comptes rendus qui arrivent. C'est pas encore publié, donc ça va arriver ça dans les jours qui viennent. La position du sous-comité, il faudra regarder le warning exact, hein, c'est de dire le cas général, c'est scope 1, scope 2, scope 3. En revanche, le comité est bien conscient des problématiques liées au scope 3, et donc lorsque le fonds est en capacité de démontrer les problématiques méthodologiques qui sont posées par les données relatives au scope 3, alors il pourra se restreindre au scope 1 et 2. Donc, cas général, scope 1, 2 et 3, comme demandé par la réglementation. En revanche, si justification des limites méthodologiques, scope 1 et scope 2 utilisables. Je vous laisserai vous référer au guide d'interprétation. Encore une fois, cette réponse va être publiée rapidement pour avoir le wording précis. Euh, Peut-être pour revenir sur l'annexe 6, parce qu'il y a eu beaucoup de questions là-dessus. L'écart significatif entre les fonds et son univers doit-il être mesuré à tout instant ou peut-il être sur un moyen à long terme, enfin, sur une moyenne à long terme? Alors, comme je le disais, je me remets sur cette slide-là, cette analyse de cohérence, elle est attendue à minima une fois par an. Vous pouvez complètement le faire de façon plus régulière, mais c'est à minima une fois par an. Donc, une fois par an, l'analyse est réalisée. Comme je le disais tout à l'heure, les pondérations qui sont utilisées pour définir le portefeuille, elles sont à la main du fonds. Ça peut être les pondérations du dernier mois, une moyenne historique ou des pondérations cibles. Et donc, c'est sur base de ces pondérations que les écarts sont analysés et non pas à tout moment. C'est-à-dire que, comme je le disais, tous les ans, vous faites en fait une forme de checkpoint pour s'assurer que le portefeuille ne s'est pas trop éloigné de son univers. Si c'est le cas, vous adaptez l'univers d'investissement. En revanche, entre deux mises à jour de cette analyse, vous pouvez être amené à créer des biais significatifs entre votre fonds et votre univers. Et ça, c'est assumé par le comité du label, tout simplement pour permettre à la gestion active de faire son travail. Et donc, donc voilà, l'idée, c'est vraiment une fois par an, on met à jour l'univers et on fait cette analyse, on le modifie si c'est nécessaire, et ensuite, en cours d'année, il n'est pas attendu une analyse des écarts à tout moment entre le fonds et son univers. Dans le cadre d'une approche en amélioration de notes, peut-on investir dans un titre hors univers, inférieur à 10% et non noté ESG? Alors, si le titre est non noté ESG, pour moi, il rentre dans cette poche de 10% d'actifs non notés ESG. Donc là, on est dans un cas un peu particulier. Si jamais c'est un titre qui est noté ESG, la réponse est oui. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, le comité maintenant est en train de clarifier ces différents points. Mais sur ce cas-là spécifique, la position est de dire vous pouvez investir à hauteur de 10% dans une valeur qui est hors univers, du moment qu'elle est éligible, évidemment. Tout simplement pour éviter que vous ayez à modifier votre univers à chaque fois qu'une valeur entre et sort. Et l'idée est de le limiter à 10% pour que si jamais ça représente une part trop importante, eh bien, vous ayez à modifier votre univers. Mais ça, encore une fois, on va le clarifier puisqu'il y a des petites spécificités si jamais le fonds se compare à un indice de référence financier sur lequel il a moins la main ou si c'est un univers custom. Donc, la réponse est oui, comme c'était le cas jusqu'à présent. Et on va prochainement publier une question d'interprétation qui précise bien ces points-là, qui est en cours de relecture actuellement. Alors, oui, et au même titre que les fonds de fonds, hein, c'est bien précisé que les fonds peuvent investir à hauteur de 10% dans des actifs non notés, et donc dans le cas de fonds, ça revient à des fonds non labellisés. Modulo le point que j'ai abordé, qui est un point très structurant, qui est dans quelle mesure est-ce que lorsqu'un fonds investit dans un fonds non labellisé, il doit s'assurer que sa politique d'exclusion est à minima équivalente à celle du label. À ce stade, la position du sous-comité maintenance, c'est de dire on attend, de la même manière que pour les titres vifs, la mise en place des meilleurs efforts pour s'assurer qu'on n'ait pas d'entreprises exclues, donc par transparence, que ce soit en titre vif ou par transparence. Cette question, elle est en cours de relecture, mais encore une fois, c'est la position. Donc la réponse est oui, c'est possible, modulo cette position-là sur la partie critères d'exclusion. Est-ce qu'il est possible d'investir dans un ETF pétrolier pour un fonds action avec la V3? Et pareil, il y a des questions aussi sur, par exemple, l'exposition à des ETF, même ESG, semble donc pas possible. Ouais. Plusieurs questions sur les ETF. Alors, ben justement, c'est en lien avec ce qu'on vient avec ce qu'on vient de se dire là. Le sujet et le
le principal point, pardon, qui a dicté la discussion en sous-comité maintenance, c'est de dire si on laisse la possibilité d'investir dans des fonds non labellisés qui n'ont pas de politique d'exclusion, c'est qu'on se retrouve avec des positions de 4% en portefeuille, de fonds investis 100% dans des valeurs pétrolières, ce qui apparaît assez inapproprié avec la promesse du label, surtout sur ce sujet des critères d'exclusion, sur lequel on a quand même une décision politique forte qui a été très prise et une exigence de clarté de la part des équipes du ministre alors et de la DGT aujourd'hui. Hein, donc ça apparaît assez incompatible avec ce point-là. Donc c'est vraiment ce que je viens de dire ici. À ce stade, on n'a pas de position officielle, même si la proposition du sous-comité maintenance et sa position, c'est plutôt de ne pas permettre l'investissement dans des fonds qui ne sont pas compatibles avec la politique d'exclusion du label. Et ensuite, sur le fait d'investir dans un ETF de manière générale, il n'y a pas de contrainte spécifique sur ce point-là, modulo ce que je viens de dire à l'instant. Dans ce webinaire, peut-être redire aussi comment elles vont être traitées et comment ils pourront avoir accès aux réponses. Alors, il y aura un replay de ce webinaire, donc vous pourrez réaccéder aux questions et aux réponses qui ont été posées. Le support sera également disponible. Comme précisé par Michel en début de réunion, c'est les cas généraux qui sont présentés aujourd'hui. C'est le cas aussi lorsqu'on échange en direct ensemble. C'est vraiment au certificateur de prendre la décision. Et donc, le certificateur peut être amené à prendre une décision différente de ce qui vous a été présenté aujourd'hui. On est sur des cas généraux et dans certains cas, la décision peut varier. Donc, même si globalement les questions sur lesquelles on s'est positionné aujourd'hui sont des questions assez générales et donc il n'y a pas de raison que l'interprétation change, mais c'est vraiment ça qui est important pour moi et pour nous, c'est de vous rappeler que c'est bien le certificateur qui prend la responsabilité de tamponner et d'attribuer le label. Donc c'est à lui qui revient de prendre la décision et donc c'est lui qui a le dernier mot. Il peut solliciter le secrétariat si nécessaire, il peut solliciter le sous-comité maintenant si nécessaire, mais c'est bien sa responsabilité de prendre la décision puisque c'est lui qui a les informations sur le fond et les enjeux qui y sont associés. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs questions sur le thème. Vous nous donnez les questions et pas les réponses. Et est-ce qu'elles seront écrites? Non, on va pas faire on va pas reproduire par écrit tout ce qu'a dit Balthazar. Par contre, vous le retrouverez en ligne. Donc, si vous avez un problème vous n'avez pas tout noté, vous aurez le temps d'y revenir ou de retrouver votre question et peut-être de nous en poser d'autres sur la base des réponses que l'on a faites. Et puis, n'oubliez pas le guide avec ce qu'il est là écrit et validé par le comité de maintenance. On a encore, comme l'a dit Balthazar, un certain nombre de sujets qui sont dans le processus de validation. Ça ne veut pas dire qu'elle pose problème, hein. Ça veut juste dire qu'on a un processus de validation un petit peu long parce qu'on veut que tout le monde soit bien au clair et ait le temps de s'exprimer. Donc voilà, ça prend un peu de temps, mais c'est pour ça que c'est intéressant qu'on vous donne l'orientation de la réponse sur lesquels on est en train de faire valider cette fois-ci le wording qui sera dans le guide d'interprétation. Bon, voilà, c'est jamais complètement parfait. Vous allez avoir encore tout un tas de questions, j'en doute pas, mais j'espère que là, vous en avez un certain nombre. Moi, je reste sur une question parce qu'elle me paraît simple, qui dit si on peut avoir 10% de titres non couverts, il en résulte qu'un fonds labellisé peut ne pas être article 9. Alors, il y a tout un tas de bonnes raisons pour lesquelles ça peut ne pas être un article 9. Hein. Les fonds labellisés ISR ne sont pas tous des fonds labellisés et des fonds article 9. C'est une question aussi, c'est de la question qui se présente derrière celle qui est posée. En tout cas, la réponse là, elle est simple. On va voir comment les choses évoluent, mais pour le moment, il n'y a pas de lien direct entre les deux sujets. Bon, on relira toutes les questions parce qu'il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y en a encore quelques-unes qui sont passées à travers le filet, mais vu l'heure qui passe, moi je pense que c'est bien. On a sélectionné celles qui se répètent. Il y en a quelques-unes qui sont un petit peu plus pointues. Donc là, dans ce cas-là, on a le nom de ceux qui les ont posées. On pourra vous appeler ou vous répondre par écrit.
Et puis, ben, on va continuer à travailler dans cette voie, donc de recevoir les questions et de répondre, et de trouver les bons moyens d'y répondre. On fera peut-être un webinaire en début d'année en fonction de ce qui va se passer. On s'adaptera, on s'ajustera en fonction de la manière dont les choses apparaîtront en début d'année prochaine. Parfait. Eh bien, écoutez, merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Encore une fois, on va republier le webinaire et n'hésitez pas à nous transmettre, à continuer à nous transmettre vos questions sur l'adresse du secrétariat et on fera au mieux pour accompagner tout ça au mieux.